Élection municipale, 8e scrutin en un an en France, conséquence une baisse du taux de participation, moins 4,4% par rapport à 1983, estimation à 17 heures. Chili, le général Pinochet propose une réforme de la Constitution attribuant moins de pouvoir au président, mais certains le soupçonnent de vouloir lui-même se présenter pour un nouveau mandat. Le printemps des instruments anciens, un festival bien particulier à Paris. Les œuvres des plus grands compositeurs, comme Jean-Sébastien Bach, sont jouées avec les instruments et les voix de l'époque où elles ont été créées. À ne pas manquer, reportage dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Alors que s'achève le premier tour des élections municipales, les derniers bureaux de vote fermeront à 20 h. On peut déjà dire que le taux de participation est en baisse par rapport à 1983 et même par rapport à 1977, les deux derniers scrutins en date. À 17 h, la participation en France était de 59,59% contre 64% à la même heure en 1983 et 63,1% en 1977. À l'occasion de ce 8e scrutin en France en un an, cette augmentation du taux d'abstention était perçue dans les sondages de ces dernières semaines et redoutée par les hommes politiques de droite comme de gauche. Nous allons y revenir dans un instant, mais avant cela, comment s'est déroulée cette journée? Tranquillement, sur le continent, un peu moins encore, où une polémique s'est développée autour de l'arrivée massive d'électeurs privés du vote par procuration en raison de la grève des fonctionnaires. Les nationalistes ont aujourd'hui encore occupé plusieurs tours de contrôle de plusieurs aéroports pour empêcher les électeurs d'arriver. Nos envoyés spéciaux Françoise Joly et Dominique Merlin, eux, se sont rendus dans un village de Haute-Corse où cette impossibilité de voter par procuration pose de sérieux problèmes, vous allez le voir. À Santa Maria di Lota, on se sent menacé. Enfin, monsieur le maire n'est pas tranquille. Depuis 12 ans, il règne sans conteste sur sa commune, ses 5 villages, ses 2000 âmes. Mais aujourd'hui, il doit faire face à 2 listes concurrentes et surtout compter avec des procurations qui ne sont jamais arrivées. Plusieurs dizaines de procurations n'ont pas pu être acheminées jusque chez nous. Alors la question qui se pose est de savoir si la liste qui l'emportera aura une majorité qui sera inférieure au nombre de procurations ou supérieure à ce nombre de procurations. Vous voyez tout de suite les possibilités de recours contentieux que cela offre à quelqu'un qui a perdu l'élection. À Santa Maria di Lota, on ne polémique pas sur les charters électoraux, sur l'arrivée massive d'électeurs venus du continent. En revanche, on remarque que la population se mobilise pour ces élections. On a vu des gens qui venaient voter physiquement, quelquefois même très âgés, puisqu'ils sont du siècle dernier, et se faire aider, enfin avec des difficultés pour vraiment marquer le vote. Et habituellement, ce sont des votes par procuration, évidemment. Procuration ou non en Corse, ce premier tour des élections municipales s'est déroulé sans graves incidents. Mais l'atmosphère reste tendue dans l'île. Demain, l'orage risque d'être social, avec à l'horizon des manifestations et une 3e semaine de grève pour la fonction publique. Revenons donc maintenant au taux de participation avec les résultats qui vous seront donnés à 20 h précises. Les pourcentages au niveau national maintenant avec Pascal Guimier qui se trouve au ministère de l'Intérieur. Pascal? Oui Daniel, alors il y a très exactement 22 285 868 Français, pas un de plus, pas un de moins, qui se sont rendus aux urnes aujourd'hui. Vous le disiez tout à l'heure, le taux de participation à 17 h, qui est le seul que nous ayons actuellement en notre possession, ce taux de participation s'élève donc à 59,59%. L'abstention, donc, c'est facile à calculer, 40,4%. À titre de comparaison avec le précédent scrutin, en 83, l'abstention ne s'élevait qu'à 36%, un taux de participation donc de 64%. Donc on a perdu 4,4% en 6 ans pour le même scrutin. On peut décerner les palmes du civisme à 2 départements, qui sont l'Aude et la Haute-Saône, avec respectivement 77 et 73% de votants, donc plus du 3/4 des inscrits. En revanche, les lanternes rouges sont Paris, on le disait déjà à 13 h, et la Seine-Saint-Denis avec un peu plus de 40% de votants seulement. Donc on avançait des raisons pour ce tassement à 13 h, elles sont sans doute encore valables. Ce soir, c'est la 8e fois qu'on vote en un an. En plus, le premier tour est traditionnellement moins mobilisateur que le second. Donc pour récapituler, la tendance sensible perceptible à midi se trouve donc confirmée ce soir. Il y a bel et bien un tassement. Les municipales 89 s'annonce comme un cru plutôt moyen. On devrait avoir entre 72 et 75% de votants, et cela c'est pas très bon, ni pour la droite, ni pour la gauche.
Merci Pascal. Rapide tour de France maintenant des villes où les duels sont les plus serrés, voire les plus spectaculaires. Marseille tout d'abord avec là aussi une participation à la baisse confirmant l'orientation nationale que l'on vient de vous donner. Roland Sicard, Bernard Rappet. Marseille fêtait aujourd'hui les maires, c'est la semaine du salon nautique et pourtant tous les maires n'étaient pas à la fête. Les maires de secteur, bien entendu, qui sollicitaient un nouveau mandat. Une élection sous le signe de la transparence, on utilisait pour la première fois les urnes en plastique, une élection qui sur le Vieux-Port laissait les Marseillais indécis. À ma foi, j'en pense rien, moi je peux pas vous donner une idée, moi. Ça fait 1 an et demi, ça fait 7 mois qu'on vote, comme ça, on en a marre. N'importe quel gouvernement, écoutez, on ne sait pas quoi s'en tenir, on ne sait pas pour qui voter. Très importante, oui. Pourquoi? Parce que ma foi, c'est pour la ville, hein. Il faut quand même désigner un maire, quoi. Des Marseillais qui, à 17h, avaient pris le chemin des urnes pour 48% d'entre eux. C'est un peu moins qu'en 1983, mais lors des dernières municipales, les bureaux de vote fermaient à 18h. Ils resteront ouverts cette fois 2 heures de plus. Le temps pour les retardataires d'aller déposer leur bulletin. Le taux de participation devrait dépasser, en fin de compte, les 60%. À Lyon et dans le Rhône, là on parle plus pointu, mais là encore la participation est en baisse pour l'affrontement entre le maire Francisque Collomb aidé de Raymond Barre et le RPR Michel Noir, Dominique Verdeillan. Lyon, baignant sous un soleil quasi estival, visiter des échoppes d'artisans sur les quais de la Saône, flâner sous les bourgeons naissants des arbres du parc de la Tête d'Or était plus tentant que d'aller faire un tour dans la fraîcheur sombre des bureaux de vote. Ce climat clément a quand même eu un mérite électoral, celui de convaincre les leaders politiques d'aller voter à pied. Francisque Collomb, le maire CDS sortant ce matin à 11h dans le 6e arrondissement, montrant bon pied, bon oeil à 78 ans, mais le sourire un peu crispé de celui qui ne part pas favori face à son jeune rival RPR, Michel Noir. Lui aussi à pied, en famille et à 11h, mais dans le 3e arrondissement, secteur clé pour faire basculer la mairie en sa faveur et élargir sa stature politique nationale. Car Lyon devrait rester à droite, même si Gérard Collomb, le candidat socialiste, réalise la percée qu'il espère dans le 8e et le 9e, là où il votait ce matin. Raymond Barre, lui, qui a fait campagne pour le maire sortant Francisque Collomb, s'exprimait dans le 3e, où il est menacé d'un revers qui serait lourd de conséquences. Les bureaux ont fermé à 19h, fin du suspense dans quelques minutes. Dernière étape, Paris. La question posée à Paris n'est pas de savoir si M. Chirac sera réélu, il le sera, mais s'il va perdre quelques arrondissements au profit de la gauche. À Paris, où l'on a également moins voté qu'en 83, Laurent Boussier. Et oui, avec 42,74% de votants à 17h contre 46,95% en 1983 à la même heure. Il semble que Paris soit une des grandes villes où l'on est le moins voté en France. Cela dit, c'est vrai que les bureaux de vote ne ferment qu'à 20h, c'est-à-dire dans un peu moins d'1 heure. Cela dit, vous savez qu'à Paris, comme vous le disiez, l'enjeu n'est pas le maintien à la mairie de Jacques Chirac, il est pratiquement assuré de s'y maintenir, mais l'enjeu pour lui, c'est de savoir s'il va réaliser en 1989 le même grand chelem qu'en 1983, 20 arrondissements sur 20 UDF RPR. A l'inverse, pour Pierre Joxe et les socialistes parisiens, il s'agit de gagner 3 ou 4 arrondissements pour que le Parti socialiste redevienne significatif dans la capitale. Pour ça, les socialistes comptent sur les arrondissements de l'Est parisien, le 20e, le 19e, le 13e et le 11e. Il faut se rappeler qu'entre 1977 et 1983, les socialistes, la gauche, avait 7 arrondissements dans Paris. Après le Tour de France des villes, tour d'horizon du vote des personnalités politiques françaises. Des images traditionnelles, sourires, crépitements de flash. Ils ont montré l'exemple, par avion, par hélicoptère ou en voiture. Aller-retour en avion pour Jacques Chirac qui a voté ce matin dès 11h dans sa circonscription de Corrèze, plus particulièrement dans le petit village de Saran où il possède le château de Bitty. Saran dont Bernadette Chirac est conseillère municipale sortante. C'est en hélicoptère que François Mitterrand est arrivé à Château-Chinon dans la Nièvre cet après-midi. Il a accompli son devoir électoral en compagnie d'un de ses fils, de ses beaux-frères et belles-sœurs, peu avant 17h. Danielle Mitterrand, l'épouse du président, en voyage aux États-Unis, a voté, elle, par procuration. Enfin, c'est tout naturellement en voiture que Michel Rocard s'est rendu à 17h à la mairie de Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines, pour voter en compagnie de sa femme. Michel Rocard, qui a fait de Conflans son fief municipal, retrouve cette année face à la liste qu'il conduit, une liste communiste.
Et puis, vous le savez sans doute déjà, nouvelle soirée spéciale Antenne 2 Europe 1 Paris Match à partir de 19h50. La seule chaîne de télévision française Antenne 2 à vous offrir 4 heures de résultats, débats et des surprises. Jacques Violet. Notre soirée électorale, signée Pierre-Henri Arnstam. Décor de Michel Milcan, réalisation Jean-Luc Léridon. 4 heures d'informations et de résultats. Dès 20h, avec Bulle BVA, estimation sur 17 lieux. Les équipes d'Antenne 2 sont présentes dans 40 villes de province. Sur notre plateau, Claude Sérillon, Jean-Louis Le Seine, Gilles Leclerc, Albert Duroy, Alain Duhamel, Patricia Charnelet et Rachid Arabe vous donneront tous les résultats. Des débats avec des personnalités politiques et la présence de jeunes représentants des conseils municipaux d'enfants. Enfin, sur Minitel, 3615, code civique, CIVIC, vous pouvez, en pianotant, connaître les résultats dans les communes de plus de 3500 habitants. Dès 19h50, sur notre chaîne, votre soirée élection. Alors l'actualité n'est pas simplement municipale, aujourd'hui à l'étranger d'abord. La Pologne, Lech Wałęsa et le gouvernement seraient sur le point de tomber d'accord pour signer un document rétablissant le syndicat Solidarité dans sa légalité complète, organisant également des élections libres au mois de juin prochain, constituant une deuxième chambre, un Sénat, et puis un scrutin également, partiellement démocratique celui-là, pour élire le Parlement, 65% des sièges restant réservés aux partis officiels. Au Chili, le général Pinochet annonce un projet de réforme de la Constitution. Un référendum pourrait être organisé au mois de juin prochain et certains se demandent si en prenant cette initiative, le général n'a pas l'intention en fait de se présenter aux élections présidentielles qui auront lieu à la fin de cette année. Un moyen pour lui de surmonter en quelque sorte l'échec électoral d'il y a 5 mois, les Chiliens ayant répondu non au plébiscite qui devait lui permettre de conserver le pouvoir jusqu'en 1997. Reportage de Bernard Benyamin et Pascal Stelletta. C'est ici, au Palais de la Moneda, que depuis une quinzaine de jours, le général Pinochet préparait son projet de réforme de la Constitution. En face de lui, Alfredo Cáceres, le ministre de l'Intérieur, l'homme de confiance du général, le grand artisan de ce projet. Et c'est vrai qu'à le voir la semaine dernière, multiplier les bains de foule au cours d'un voyage dans le sud du pays, beaucoup ont commencé à se poser des questions. Le général serait-il sur le point d'annoncer sa candidature aux élections présidentielles de décembre prochain? Ce projet de réforme de la Constitution ne serait-il qu'un artifice cherchant à masquer ses véritables intentions? Pour le moment, lui refuse de répondre à ces questions. Il est encore trop tôt, dit-il. En fait, la seule qui ait accepté d'évoquer le problème, c'est sa femme, Lucia. Et encore le fait-elle sous le contrôle de son mari, dans le salon de leur maison de Santiago. En tant qu'épouse, souhaitez-vous que votre mari se présente aux élections présidentielles? Comme épouse, la question est un peu difficile. Mais comme femme chilienne, j'aimerais que nous ayons le meilleur pour notre patrie. Et le meilleur, c'est? Je ne sais pas. Dieu le dira. Je crois que nous sommes un peu entre les mains de Dieu. Entre les mains de Dieu et celles du général Pinochet, qui régulièrement se rend à la petite chapelle de la Moneda pour se recueillir. La foi, et surtout des sondages favorables, pourraient bien l'amener à briguer sa propre succession le 14 décembre prochain. À propos du Chili, cette semaine, dans notre édition de 20h de mardi, vous pourrez suivre un portrait du général Pinochet réalisé par Bernard Benyamin. Et puis mercredi, une interview du chef de l'État chilien, le général Pinochet, toujours dans notre édition de 20h. La mafia de nouveau à la une de la presse italienne. Le haut-commissaire chargé de lutter contre elle dénonce les soi-disant longues maladies des mafiosi incarcérés. Certains chefs de clans siciliens sont à l'hôpital depuis 2 ans maintenant, alors que le séjour moyen dans les hôpitaux italiens est, paraît-il, d'après les statistiques, de 10 jours pour une maladie ordinaire, 68 au plus pour une maladie de longue durée. Et puis la mafia, qui n'est jamais à court d'idées, se lance dans une activité surprenante pour elle, puisqu'elle consiste non pas à racketter, mais à lancer des emprunts versant même des intérêts comme n'importe quelle autre banque légale. Enquête de notre correspondant en Italie, Marcel Tria.
Une banque de placement d'un nouveau genre, le genre discret. Des collecteurs font d'abord du porte-à-porte et recueillent les petites et les grosses économies des braves gens de Scordia, en Sicile. Puis, chaque mois, les collecteurs repassent pour payer les intérêts des sommes prêtées, rubis sur l'ongle. De l'argent qui rapporte, selon les quantités investies, entre 120 et 240% par an. Une affaire en or. On évalue à plus de la moitié les habitants du pays qui profiteraient de l'aubaine. Parmi eux, un seul est passé publiquement aux aveux. La chose m'a été présentée comme un investissement financier. J'ai été d'une grande légèreté. Je reconnais que j'ai donné de l'argent. Je prends mes responsabilités. Le collecteur de Leonardi était un ancien agent d'assurance au chômage. Au cours d'une descente éclair à son domicile, la semaine dernière, la police financière met la main sur 200 000 francs en liquide et 5 millions en chèque. Il risque tout au plus une inculpation pour fraude fiscale. Aucune loi italienne n'interdit clairement la collecte privée d'argent frais. Paolo San Giorgio, un homme qui n'aime guère la publicité. Vous devez m'excuser, ça suffit. Mon père n'est là pour personne. Il est ici, mais il ne veut pas parler? Non. Pourquoi? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Un jeune professeur, conseiller municipal d'extrême gauche à Scordia, mène campagne et tente sans succès de provoquer la création d'une commission d'enquête municipale. Pour lui, pas de doute, une affaire qui rapporte si gros, il y a un truc. La mafia a un grand besoin de capitaux propres pour investir dans le trafic de drogue et pour recycler l'argent sale. Elle a un grand besoin de financer les entreprises qui ensuite mettent la main sur les grandes adjudications. De l'argent, il y en a dans ce gros bourg de la plaine de Catane, spécialisé dans la culture et le commerce des oranges. Des dizaines de millions de francs auraient déjà été collectés par les financiers de l'ombre. Or, d'après les experts, 1 franc bien investi dans le trafic de drogue peut rapporter environ 150 000 francs par an. Les cajots d'orange des uns peuvent se muer miraculeusement pour les autres en lingots d'or. Et la mafia ne plaisante guère quand il s'agit de gros sous. 11 assassinats à Scordia ces dernières années, et peu de goût pour les petits curieux. Comme nous insistions un peu trop pour rencontrer des personnages impliqués dans cette affaire, un homme en voiture est venu nous proposer très courtoisement un petit tour du pays pour parler. Son message était très clair. Ceux que vous cherchez ne veulent pas vous rencontrer. Et puis la télévision ferait sans doute mieux de montrer les belles choses plutôt que de s'intéresser à ce genre d'histoire. Message bien reçu. Élection municipale encore, mais cette fois-ci en Allemagne fédérale, élection municipale dans le Land de Hesse avec une forte chute des chrétiens démocrates et poussée, ce qui est plus inquiétant, poussée de l'extrême droite, 3% des voix, c'est la deuxième poussée de l'extrême droite en Allemagne fédérale depuis celle du mois de janvier, c'était à Berlin-Ouest. En France, fait divers tragique à Lens, un petit garçon de 11 ans tué d'une balle en pleine tête hier soir alors qu'il se trouvait à côté d'un manège d'une fête foraine. Les policiers ont aussitôt repéré la trajectoire de la balle et interpellé le propriétaire de l'arme qui a tué et qui se trouvait dans un appartement à proximité. L'homme est actuellement interrogé par la police. Épilogue d'un conflit social qui aura duré 1 mois tout juste à Saint-Brieuc en Bretagne, dans l'entreprise de chaudière et de chauffe-eau Chafoto et Maury. Reprise il y a 3 ans par un groupe nord-africain avec engagement de ne pas licencier, l'entreprise est aujourd'hui, dit-elle, contrainte de le faire. Ce que la CGT n'accepte pas, mais le personnel en définitive a décidé de reprendre tout de même le travail dès demain. Enquête de Delphine Delacelle et Philippe Dumail. Troubadour des temps modernes, Vincent chante la grève, l'angoisse et la colère des travailleurs. Depuis près d'1 mois, la région briochine est privée de ses chaudières. L'usine est fermée, décision du patron après séquestration des cadres. L'origine du conflit, une liste nominative de 56 licenciements, première phase. Sur 3 ans, la direction a prévu 600 suppressions d'emplois. Nous avons dû nous rendre compte à l'évidence qu'une politique du plein emploi, par la fuite en avant, ne réussissait pas. Bénéfice net, nous avons eu à fin juin 88 un constat d'échec puisque nous étions à 121 millions de pertes. Pour Marie-Thérèse Trulu, cette réalité économique est inacceptable. Employée de bureau, elle travaille depuis 10 ans dans cette entreprise. Appréciée par ses collègues, elle ne comprend pas pourquoi elle figure sur la liste. J'ai eu
une entrevue avec mon chef de service qui m'a bien affirmé que le poste n'était pas supprimé et que quelqu'un d'autre obligatoirement prendra ma place. Le spectre des licenciements plane depuis 1984. Chafoto Emori est alors au bord du gouffre, à 2 doigts du dépôt de bilan. Son repreneur, un financier algérien qui croit à l'avenir du gaz. Ce dernier s'engage à investir sans suppression d'emplois, condition sine qua non de subventions d'État. En 89, le pari se révèle impossible. La dette est trop lourde, les prix de revient peu concurrentiels. Aujourd'hui, nous préparons l'Europe de 92, on a besoin d'un partenaire européen. Tout candidat qui vient à nos côtés ne peut pas rentrer dans cette affaire si la situation n'est pas signée d'abord par nous et de voir si le site de Saint-Brieuc est un site sur lequel nous pouvons miser. Nous avons fait tout ce qu'il fallait faire, nous avons sorti un plan qui nous a coûté très cher, 60 millions de francs. Il n'y en a pas une entreprise en France qui a proposé un plan social aussi humain. Mais ils ne sont pas venus ici pour faire la charité sociale. La CGT, syndicat majoritaire, refuse en bloc les offres de la direction. Elle demande purement et simplement le maintien de tous les emplois. Si le travail reprend lundi, nous voulons malgré tout préserver la force des travailleurs et leur cohésion. Et nous choisirons peut-être d'autres formes de lutte pour aboutir à éviter les 56 licenciements et les suppressions d'emplois. Malgré l'appel au boycott lancé par la CGT, 64% des salariés ont voté pour la reprise du travail. Ils ne souhaitent qu'une chose, continuer à croire aux chances de survie de leur entreprise. Spectacle pour nous détendre un peu maintenant. À Paris, actuellement, le printemps des instruments anciens en France. L'idée est de jouer les œuvres des plus grands compositeurs, comme Jean-Sébastien Bach, dans les conditions où elles ont été données à l'époque de leur création. Une théorie défendue principalement par le chef d'orchestre Gustave Léonhardt. Cette volonté de retour aux sources est aussi, vous allez le voir, une mine de surprise. Reportage de Michel Perrault et Bernard Berlier. Ainsi le voulait la règle. À l'époque de Bach, les femmes étaient interdites de chant à l'église. Ce sont donc de jeunes garçons qui chantaient les parties écrites pour les registres élevés. Gustave Léonhardt, depuis plus de 30 ans, milite pour des interprétations conformes aux sonorités que Bach entendait en composant. J'ai jamais mis en question des autres interprétations, mais plutôt j'ai toujours essayé de regarder la partition et toutes les circonstances positives de l'époque de Bach. Mais le public est libre de choisir ce qui lui plaît. Et pour moi, je ne change jamais mon opinion d'une œuvre à cause d'un public. Intransigeance, rigueur, mais sans dogmatisme. La froideur que l'on reprochait à Léonhardt à ses débuts semble s'être estompée avec le temps. Toujours, quand on est jeune, on est plus intéressé dans le détail des choses qu'on a découvertes, on veut montrer, on est plus actif, on perd souvent la grande vue, la cohérence surtout. Et je crois que l'âge, souvent, apporte justement ça.
Le sport maintenant, la première grande classique cycliste de l'année, Paris-Nice, remportée par le nouvel espoir espagnol Miguel Indurain, qui a battu Stéphane Roche, le favori. Jean-Paul Olivier. Stéphane Roche d'ailleurs peut-il vaincre? Il reste 2 demi-étapes, Nice et le col d'Aise. Roche se demande comment faire, les Reynolds sont puissants et continuent à protéger remarquablement leur maillot blanc Indurain. Et pourtant, Stéphane Roche tente le tout pour le tout dans la descente du col de Vence. Il attaque. Qui se lance à sa poursuite? Indurain, le maillot blanc en personne. Belle passe d'armes. À Nice, victoire de l'Italien Baffi, mais 43 secondes toujours séparent Indurain et Roche. Le verdict au sommet du col d'Aise. Cet après-midi, Roche est décidé à se battre jusqu'au bout. Il reprend 22 secondes à mi-course à Indurain. Indurain sait derrière qu'il a fort à faire au spécialiste qu'est Roche. Une fois de plus, le compte à rebours est déclenché. Roche gagne l'étape. Il va reprendre 32 secondes à Indurain, mais pour 13 secondes, il perd Paris-Nice. Indurain vainqueur, mais le retour de Roche au premier plan est aussi le grand enseignement de la course. Autre vainqueur cet après-midi dans le tiercé qui se courait à Auteuil. Vous allez voir les gagnants s'inscrire sur votre écran. Le 6, le 10 et le 11. Rapport 3228 francs 50. Et pour ce qui concerne le quarté plus, vous ajoutez le 16 et vous gagnez 7860 francs. Voilà, ce journal est terminé. Tout de suite après, bien sûr, les prévisions météo avec José Blanc-Lapierre. Et puis 19h50, donc notre soirée spéciale élection municipale. Tout ce que vous devez savoir et comprendre sur ce premier tour à partir de 19h50. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne et je vous dis à samedi prochain. Bonsoir.